Votre esprit conscient ne dirige pas votre vie autant que vous le pensez. Vous faites des projets, vous vous forgez des opinions, vous expliquez vos décisions et vous vous racontez une histoire cohérente sur la personne que vous êtes. Et parce que vous pouvez expliquer votre comportement, vous supposez que vous le comprenez. Mais Carl Jung a passé sa vie à confronter les gens à une possibilité bien plus troublante. Une grande partie de ce qui vous anime commence en dehors du petit territoire que vous appelez « moi ». Vous le voyez chaque fois que vous répétez un schéma que vous vous étiez promis de ne plus jamais répéter. Lorsqu'un comportement de quelqu'un provoque en vous une émotion bien plus forte que ne le justifie la situation. Lorsque vous sabotez quelque chose que vous désiriez consciemment. Lorsque le même type de relation revient sans cesse sous un visage différent. Vous appelez cela des erreurs, de la malchance, votre personnalité ou les circonstances. Jung poserait une question plus dangereuse. Et si quelque chose en vous faisait des choix avant même que l'esprit conscient n'arrive pour les expliquer? Dans les souvenirs, les rêves, les réflexions, Jung décrit les êtres humains comme des processus psychiques que nous ne contrôlons que partiellement. Il présente même sa propre vie comme un processus au cours duquel les contenus inconscients cherchent à s'exprimer et où la personnalité lutte pour parvenir à une plus grande totalité. C'est ce qui rend sa psychologie si inconfortable. La personne que vous croyez consciemment être ne constitue pas la totalité de votre personnalité. Sous cette identité existe un monde intérieur fait de rêves, de projections, de symboles, d'expériences oubliées, d'impulsions et de schémas capables d'influencer la direction de votre vie sans demander la permission à votre ego. La vie moderne aggrave ce problème, car presque tout entraîne votre attention vers l'extérieur. Votre carrière, votre réputation, l'opinion des autres, les notifications, la productivité, le flot incessant d'informations qui exige votre réaction. Pourtant, le travail de Jung ramène sans cesse l'attention dans la direction opposée. Dans Modern Man in Search of a Soul, il considère les rêves comme des expressions de l'activité psychique inconsciente, capables de révéler une situation intérieure que la conscience peut refuser de voir. Vous pouvez devenir extrêmement informé sur le monde, tout en restant presque totalement étranger aux forces qui agissent à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de Jung pour la vie moderne. Vous ne pouvez pas véritablement diriger une vie dont vous refusez d'examiner les motivations cachées. L'objectif n'est pas de contrôler chaque recoin de l'inconscient. Il est de cesser de prétendre que l'ego conscient constitue la totalité de votre être. Car les schémas que vous refusez de voir ne disparaissent pas. Ils continuent d'agir sous vos explications, façonnant ce que vous craignez, ce que vous poursuivez, ce que vous aimez, ce que vous détruisez et finalement, ce que vous devenez. Alors peut-être que le voyage le plus important de votre vie ne consiste pas à vous diriger vers une nouvelle réussite, une nouvelle réponse ou une version améliorée de la personne que vous croyez déjà être. Il consiste à vous tourner vers l'intérieur, vers les parties de vous-même que vous n'avez jamais appris à lire. Car dès l'instant où vous commencez à reconnaître ce qui vivait sous votre identité consciente, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux que la connaissance de vous-même. La possibilité de participer enfin consciemment à la vie qui s'écrivait déjà en vous. Avant de continuer, si les mystères de l'esprit et les signes de Carl Jung vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire quelle réflexion, quel message de Carl Jung ou quel message spirituel vous a le plus touché, surpris ou fait réfléchir aujourd'hui. En 1904, Jung s'est penché sur des expériences d'association de mots qui allaient finir par bouleverser toute sa théorie. Il lisait à ses patients une liste de mots ordinaires. Mère, argent, mort, amour. Et il chronométrait la vitesse à laquelle ils répondaient. La plupart des mots suscitaient des réponses instantanées. Mais certains provoquaient chez les personnes une hésitation, un bégaiement, un rougissement, un silence ou une réponse étrange et sans rapport. Jung appelait ces perturbations des complexes, des ensembles chargés émotionnellement de souvenirs et de sentiments qui échappent au contrôle conscient et attendent d'être déclenchés. Voici l'hypothèse qu'il faut remettre en question. Vous croyez que vos réactions émotionnelles sont proportionnelles, que quelque chose se produit et que vous réagissez à l'ampleur de ce qui s'est produit. Mais un complexe ne se soucie pas de proportion. Il se soucie de résonance. Une remarque que votre partenaire fait en passant. Quelque chose d'objectivement insignifiant
vous atteint et déclenche quelque chose d'énorme. Vous n'avez pas simplement réagi de manière excessive. Quelque chose en vous a reconnu une fréquence qu'il avait déjà entendue et y a répondu à votre place, plus rapidement que votre esprit conscient n'a pu intervenir. C'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il décrivait les complexes comme possédant une certaine autonomie. Des fragments de la psyché capables de se comporter comme des personnalités distinctes au sein d'une même personne. Ils se forment tôt, généralement autour de besoins insatisfaits ou de blessures non traitées. Et une fois formés, ils ne demandent pas la permission. Ils prennent le contrôle du système nerveux. Ils parlent avec votre voix et utilisent votre visage, tandis que vous restez une demi-seconde derrière eux, à vous regarder faire quelque chose que vous n'aviez pas choisi. C'est la partie que la plupart des gens n'examinent jamais, parce qu'il est inconfortable d'admettre que vous n'êtes pas toujours l'auteur de vos propres réactions. Il est plus facile d'appeler cela une mauvaise journée, un caractère irritable, un déclencheur, des mots qui décrivent le symptôme tout en vous protégeant de la source. Mais la source peut être trouvée. La prochaine fois qu'une réaction vous semble plus forte que le moment qui l'a provoquée, ne vous précipitez pas pour la rationaliser. Restez à l'intérieur de cette émotion pendant 30 secondes. Demandez-vous à quoi elle vous fait penser, non pas logiquement, mais physiquement. Où avez-vous déjà ressenti exactement cette charge émotionnelle? Qui était dans la pièce la première fois que vous l'avez ressentie? Vous ne cherchez pas une réponse parfaitement ordonnée. Vous cherchez le contour du complexe lui-même, la forme de cette chose qui vient de prendre le volant. Ce n'est pas de l'autopunition, c'est de la reconnaissance. Chaque fois que vous surprenez un complexe en pleine activation, vous affaiblissez légèrement son emprise, car les complexes dépendent du fait que vous les preniez pour vous-même. Dès l'instant où vous en voyez un comme un visiteur plutôt que comme vous-même, il perd une partie de son autorité. Mais les complexes n'agissent pas seuls. Ils sont souvent protégés par autre chose. Un masque que vous avez construit avec tant de soin que vous avez oublié qu'il s'agissait d'un masque. Et c'est là que nous allons maintenant. Car avant de pouvoir comprendre ce qui se passe sous votre identité consciente, vous devez comprendre ce que vous avez construit par-dessus et pourquoi. Vous avez une version de vous-même que vous montrez au travail, une autre lors des réunions de famille, une autre avec des inconnus lors d'un premier rendez-vous, une autre encore lorsque vous faites défiler les commentaires en décidant quoi publier. Jung ne considérait pas cela comme de la malhonnêteté. Il appelait cela la persona et la considérait comme nécessaire. Un masque social que toute psyché doit construire pour fonctionner parmi les autres. Le problème n'est pas que vous en ayez un. Le problème est ce qui se passe lorsque vous oubliez qu'il ne constitue pas la totalité de votre être. La plupart des gens pensent que la persona est un costume qu'ils mettent et enlèvent. L'observation de Jung était plus sombre. Plus longtemps vous portez une persona, plus elle se rigidifie, jusqu'à ce que vous cessiez de la vivre comme une représentation et commenciez à la vivre comme votre identité. Celle qui est compétente, celle qui est facile à vivre, celle qui ne s'effondre jamais. Vous avez construit ce masque pour survivre dans une pièce précise, à un âge précis, sous une pression précise. Et quelque part en chemin, vous cessez de l'enlever. C'est là que le prix devient élevé. Tout ce qui ne correspond pas au masque ne disparaît pas. Cela va quelque part. La colère qui ne correspond pas à votre côté, facile à vivre. L'épuisement qui ne correspond pas à celui qui ne s'effondre jamais. L'intuition de Jung était qu'une persona rigide n'élimine pas ce qui la contredit. Elle déplace simplement cette matière dans l'inconscient, où elle continue d'agir sans être reconnue, souvent exactement sous la forme des complexes dont nous avons déjà retracé l'origine. Vous le ressentez le plus clairement dans les moments où le masque glisse. Une vague d'irritabilité sans déclencheur évident. Un sentiment de vide après un événement social qui, selon tous les critères extérieurs, s'est pourtant bien passé. La sensation, tard dans la nuit, que la personne que tout le monde décrivait lors de votre anniversaire n'était pas entièrement vous. Cet écart entre la performance et ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas d'un dysfonctionnement. C'est une information. C'est l'inconscient qui vous dit que le masque porte un poids. Il n'a jamais été conçu pour le supporter. Cela mérite d'être testé directement. Choisissez un rôle que vous jouez. Celui qui est fiable, celui qui est fort, celui qui est amusant. Et au cours de la journée suivante, remarquez chaque moment où vous le jouez, même lorsque personne ne vous aurait puni si vous l'aviez abandonné, non pas pour renoncer à ce rôle, mais simplement pour voir à quel point
il est devenu automatique. À quel point il fonctionne sans votre permission, comme les complexes. Le but de Jung n'a jamais été de dire que vous deviez abandonner la persona. Une psyché sans aucun masque ne peut pas fonctionner dans une famille, un travail ou une société. Son idée était que le masque devait être un outil que vous prenez, et non un mur derrière lequel vous vivez. Et plus il vous correspond parfaitement, plus vous devriez vous méfier de tout ce qu'il cache. Car tout ce que le masque exclut ne disparaît pas. Cela attend. Cela s'accumule dans l'obscurité sans être revendiqué, devenant de plus en plus étranger à vous-même à mesure que vous refusez de le regarder. Jung avait un nom pour cet ensemble. La partie de vous qui porte tout ce que le masque ne pouvait pas se permettre de montrer. C'est là que nous allons maintenant. La plupart des gens pensent que l'ombre concerne le fait d'être une mauvaise personne au fond de soi. Jung voulait dire quelque chose de plus troublant. L'ombre n'est pas votre double maléfique. C'est tout ce que vous avez décidé, généralement avant l'âge de 10 ans, qu'il était inacceptable d'être et que vous avez banni de la version de vous-même que vous étiez autorisé à montrer. Repensez au masque dont nous parlions. Chaque trait qu'il ne pouvait pas se permettre de montrer n'a pas cessé d'exister. Il a été mis en réserve. Si votre persona est celle de quelqu'un de fiable, votre ombre conserve votre droit de décevoir les autres. Si votre persona est celle de quelqu'un de calme, votre ombre conserve votre rage. Jung écrivait que moins cette matière est consciemment affrontée, plus elle devient noire et dense. Non pas parce qu'elle devient plus mauvaise, mais parce qu'elle devient plus inconnue, plus étrangère à la personne qui l'a enfouie. Voici comment vous rencontrez réellement votre ombre. Et cela arrive rarement de la manière dont les gens l'imaginent. Elle n'apparaît pas dans une introspection silencieuse. Elle apparaît dans la projection. Le collègue dont l'arrogance vous fait bouillir le sang. L'ami dont l'égoïsme vous obsède au point d'en parler sans cesse. L'inconnu en ligne dont la paresse vous offense personnellement. L'affirmation de Jung était précise et inconfortable. Les traits qui provoquent une réaction disproportionnée par rapport à leur véritable offense sont très souvent des traits que vous avez bannis de vous-même et que vous ne pouvez plus reconnaître, sauf lorsqu'une autre personne les porte. Cela transforme chaque personne qui vous a déjà irrité de manière disproportionnée, non pas en preuve de son caractère, mais en miroir que vous n'aviez pas demandé. Testez cela honnêtement. Pensez à quelqu'un dont le comportement vous agace véritablement. Pas quelqu'un de simplement agaçant, mais quelqu'un dont le comportement vous donne envie d'expliquer à tout le monde pourquoi cette personne est insupportable. Demandez-vous alors, sans détourner le regard, où dans votre propre vie ne vous a-t-on pas permis d'agir ainsi? Où avez-vous réprimé exactement cette impulsion, cet égoïsme, cette arrogance, parce que votre persona n'aurait pas pu y survivre? Vous ne cherchez pas à excuser son comportement. Vous cherchez la partie de vous qui se tient derrière votre propre indignation. C'est un travail inconfortable, et il doit l'être. On ne vous demande pas d'aimer ce que vous trouvez. On vous demande de le revendiquer, parce que ce qui n'est pas reconnu ne reste pas dormant. Cela agit. Cela s'infiltre dans les réactions disproportionnées que vous avez retracées jusqu'à vos complexes. Cela durcit le masque que vous avez construit pour le maintenir caché. L'ombre et la persona ne sont pas deux problèmes distincts. C'est le même problème vu depuis les deux côtés d'un mur que vous avez construit, puis oubliez que c'était vous qui le mainteniez debout. Rien de tout cela n'est facultatif si vous voulez réellement diriger votre propre vie au lieu d'être dirigé par elle. Mais revendiquer l'ombre soulève une question évidente. Si une telle partie de vous agit en dehors de votre conscience, qu'est-ce qui est réellement conçu pour l'intégrer? Jung avait une réponse. Et ce n'était pas la volonté, c'était quelque chose qui ressemblait davantage à une conversation. C'est ce que nous allons voir maintenant. Jung a passé des décennies à faire quelque chose que la plupart des gens ne font jamais, même une seule fois. Il prenait ses rêves au sérieux, non pas comme du bruit produit par le cerveau pendant le sommeil, mais comme une correspondance dans les souvenirs, les rêves et les réflexions. Il décrivait l'inconscient comme un partenaire actif de la vie psychique, capable de compenser, de corriger et même de confronter le caractère unilatéral de l'esprit conscient. Vos rêves ne sont pas aléatoires. Ils sont la partie de votre psyché qui parle sans demander d'abord la permission à votre ego. La plupart des gens les écartent immédiatement. Un rêve est expliqué en 10 secondes. Le stress, quelque chose que vous avez regardé, votre cerveau qui fait le ménage. La méthode de Jung était l'inverse du rejet.
Il considérait un rêve récurrent, une image troublante, une peur inexplicable qui vous rend visite à 3 heures du matin comme un message envoyé par une partie de la psyché qui possède des informations que votre esprit conscient n'a pas et auxquelles il ne peut accéder autrement. Vous n'ignoreriez pas une lettre adressée spécifiquement à vous. Pourtant, c'est ce que vous faites chaque matin. C'est ici que l'individuation se produit réellement. Non pas dans une révélation spectaculaire, mais dans cet échange permanent entre l'ego et l'inconscient. Jung ne définissait pas l'individuation comme le fait de devenir une meilleure version de votre moi actuel. Il la définissait comme le fait de devenir qui vous êtes réellement sous la persona, en incluant l'ombre et en tenant compte de ce que l'inconscient ne cesse d'essayer de vous dire. Ce n'est pas de l'amélioration de soi, c'est une redécouverte de soi. Vous n'avez pas besoin d'un analyste jungien pour commencer. Ce soir, avant de vous endormir, dites-vous que vous avez l'intention de vous souvenir de tout ce qui viendra. Le matin, avant de consulter votre téléphone, avant que le bruit de la journée n'arrive, écrivez le fragment qui a survécu, une image, une sensation, un seul mot. Ne l'interprétez pas encore. Attrapez-le simplement. La plupart des gens perdent 90% de leur vie onirique dans les 90 premières secondes après leur réveil, parce que rien dans leur journée ne leur a appris à considérer cette vie comme suffisamment importante pour être retenue. Faites cela pendant une semaine et des schémas commenceront à apparaître. Des personnages récurrents, des lieux récurrents, une sensation qui revient sous différentes formes. Cette répétition souligne quelque chose dans l'inconscient. Il ne se montre pas énigmatique pour vous tourmenter. Il se montre énigmatique parce qu'il parle en images et en symboles, et non dans le langage linéaire que votre ego préfère, et il essaie de vous atteindre dans ce langage depuis bien plus longtemps que vous ne l'écoutez. Ce n'est pas du mysticisme. Jung considérait cela comme un travail clinique. Une attention disciplinée portée à une partie de l'esprit qui fonctionne selon des règles différentes de celles de l'esprit conscient, mais qui n'en est pas moins réelle pour autant. La relation entre l'ego et l'inconscient n'est pas une guerre à gagner. C'est un dialogue auquel il faut prendre part. Et comme tout dialogue, il exige que vous soyez réellement présent et que vous écoutiez au lieu de parler par-dessus l'autre. Mais écouter ne suffit que jusqu'à un certain point si vous ne savez pas ce que vous écoutez finalement. Jung croyait qu'il existait un centre organisateur de l'ensemble de ce processus. Quelque chose que l'ego sert plutôt qu'il ne commande. Quelque chose que Jung appelait le soi. Et comprendre cela change tout ce que signifie réellement devenir qui vous êtes. C'est là que nous allons maintenant. Voici une distinction qui change votre compréhension de tout ce que nous avons abordé jusqu'ici. L'ego est le centre de votre conscience. Il n'est pas le centre de votre psyché. Jung réservait un autre mot à ce centre plus profond, le soi. Et selon lui, la confusion entre les deux est à l'origine de la plupart des souffrances inutiles de la vie moderne. L'ego veut être aux commandes. Il veut une histoire cohérente, le mérite de vos réussites, le contrôle du récit. Le soi ne se soucie d'aucune de ces choses. Jung le décrivait comme le principe organisateur de l'ensemble de la psyché, consciente et inconsciente réunies, quelque chose qui ressemble davantage à l'architecte du bâtiment qu'à la personne qui occupe actuellement l'une de ses pièces. L'ego insiste sur le fait qu'il conduit. Le soi est celui qui fixe la destination, généralement sans consulter l'ego. Cela explique quelque chose que vous avez probablement ressenti sans savoir comment le nommer. Ce sentiment persistant que, même dans une vie qui semble objectivement satisfaisante, vous êtes censé faire autre chose et qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un emploi plus important ou d'une meilleure relation. Ce sont des solutions de l'ego à un problème qui se situe au niveau du soi. Jung qualifierait ce sentiment exactement comme il est. Le soi repoussant les limites que l'ego a construites et exigeant une totalité que l'organisation actuelle de l'ego ne permet pas. Jung remarquait que cette pression arrive souvent déguisée en coïncidence trop précise pour être ignorée. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous êtes aux prises avec une décision et la conversation exacte dont vous avez besoin se produit par hasard dans un café où vous l'entendez. Il appelait cela la synchronicité, une coïncidence signifiante qui n'est pas liée causalement, mais psychologiquement, comme si le soi organisait le monde extérieur pour qu'il corresponde au travail intérieur déjà en cours. Vous n'avez pas besoin de croire au mysticisme pour remarquer lorsque cela vous arrive.
Vous devez simplement cesser de l'écarter comme une simple coïncidence par habitude. Rien de tout cela ne s'intègre par l'analyse seule. Cela s'intègre par la pratique. Et voici par où vous pouvez commencer aujourd'hui. La prochaine fois que quelque chose vous atteint avec une intensité inhabituelle, une coïncidence, une remarque d'un inconnu, une image de rêve qui vous accompagne dans l'après-midi, résistez à l'envie de l'expliquer en une seule phrase. Restez avec elle pendant 5 minutes et demandez-vous vers quoi elle pourrait vous orienter, et non ce qu'elle prouve. Vous ne cherchez pas la magie, vous cherchez un schéma. Et le schéma est le langage naturel du soi. C'est vers cela que l'individuation tend réellement. Non pas vers un projet d'amélioration personnelle géré par l'ego, mais vers une lente réorganisation autour d'un centre plus vaste que ce que l'ego a jamais été conçu pour contenir. Le rôle de l'ego n'a jamais été de diriger toute la scène. Il devait être un bon serviteur de quelque chose de plus sage que lui-même. Et la plupart des gens passent toute leur vie avec cette hiérarchie inversée. Ce qui nous amène à la seule question qui compte réellement après tout ce que vous venez de lire. Non pas ce que vous savez maintenant de votre inconscient, mais ce que vous êtes prêt à faire du fait qu'il dirige les choses depuis tout ce temps. Voici à quoi tout cela se résume réellement. Non pas au fait que vous avez une ombre, des complexes, une persona ou des rêves qui méritent d'être interprétés. Ce ne sont que des termes. Ce que tout cela signifie, c'est ceci. La version de vous-même qui explique vos propres décisions n'est jamais celle qui les prend. Vous avez raconté une histoire en supposant que vous étiez en train de l'écrire, alors que pendant la majeure partie de votre vie, vous la lisiez après coup. Ce n'est pas un défaut qui vous est propre. Jung pensait que c'était la condition par défaut d'une vie non examinée. Et la vie moderne, avec son attraction vers l'extérieur, son bruit, son exigence incessante d'une image de soi parfaite et présentable, rend cette condition plus facile à maintenir que jamais auparavant. Vous pouvez construire toute une identité autour de la compétence et de l'apparence, tout en restant étranger à la seule chose qui a toujours réellement été aux commandes. Le changement que Jung demandait n'a jamais consisté à devenir quelqu'un d'autre. Il consistait à cesser de déléguer vos réactions à des complexes que vous n'aviez jamais nommés, à déléguer votre moi acceptable à un masque que vous aviez oublié porter, à déléguer vos parties indésirables à des personnes qui se trouvent simplement à vous les rappeler, à déléguer votre propre direction à un ego qui n'a jamais été conçu pour tout porter seul. L'individuation n'est pas une arrivée. C'est la discipline qui consiste à se retourner et à regarder ce qui vous a réellement guidé encore et encore pendant le reste de votre vie. C'est la confrontation qui se trouve au cœur de tout ce que Jung a écrit. Vous ne pouvez plus continuer à appeler cela le destin une fois que vous avez vu le mécanisme. Et vous venez maintenant de voir ce mécanisme. Avant de conclure, si vous souhaitez explorer les mystères de l'amitié, de Carl Jung et des messages cachés qu'il recèle, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune découverte ni histoire passionnante. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau, un j'aime serait très apprécié. Partagez vos réflexions, questions ou impressions dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, nous pourrions bien découvrir ensemble une autre vérité fascinante. Merci de faire partie de notre communauté.